on va essayer de voir un autre type de sélection. On sommes en train de réviser, on veut voir maintenant comment vous pouvez bien sélectionner. Parce qu'à la base, il faut d'abord bien sélectionner. Parce que si vous ne sélectionnez pas bien votre élément, ça va compliquer pour vous de rendre votre page dynamique. Parce que la première chose, c'est quoi? C'est de bien sélectionner d'abord son élément en question. Donc, une fois que nous avons vu donc ici là le sélecteur d'éléments enfant, on peut donc voir ici là le sélecteur d'éléments descendants. Donc, par exemple, je considère que j'ai une page. Je vais sélectionner tous les éléments, par exemple, d'un span qui sont descendants, en fait, de l'élément avec pour identifiant, par exemple, le contenu. Donc, je vais considérer, par exemple, ok, là, on va arriver sur index. Donc, hier, on s'est arrêté ici parce nous avons vu comment ça fonctionne. Donc là, maintenant, je vais construire une page HTML. On va donc essayer de travailler dessus. Donc là, par exemple, qu'est-ce qu'on veut? On va par exemple prendre, par exemple, une div. Div avec, par exemple, pour identifiant, on va prendre pour identifiant mon conteneur, par exemple. Donc, mon conteneur. Div.js, on peut dire mon conteneur. À l'intérieur, nous aurons donc un paragraphe avec, par exemple, un texte. Par exemple, si c'est un paragraphe. C'est un paragraphe. Et après, on peut avoir une div qui peut contenir, par exemple, une div qui va contenir, par exemple, deux spans. Et dans chaque span, on aura quoi? Dans la première span, par exemple, on va par exemple dire, par exemple, c'est tout simplement élément 1. Et en bas, on a tout simplement élément 2. Ok, je pense que ça peut suffire. Donc, nous avons une div qui a deux éléments, un paragraphe et une div également. Bon, ensuite, encore, on peut mettre la suite. Oups, ma div n'est pas fermée. Voilà, c'est fermé ici. Ok, à la suite de cette div, si je peux mettre encore un span, vous dire par exemple là, élément 3. Ok, je pense que c'est correct. Donc, voilà un document que nous créons. Qu'est-ce qu'on veut? Nous voulons pouvoir sélectionner en fait tous les éléments span descendant en fait de l'élément ayant identifiant mon conteneur. Qu'est-ce qu'on veut? On veut sélectionner tous les éléments span descendant de l'élément avec l'ID mon conteneur. Nous voulons tout simplement tous les enfants, tous les éléments span qui sont descendants de l'élément ayant pour identifiant mon conteneur. Puisque span est un descendant, bien sûr, il est un descendant. Pourquoi? Il est un descendant pourquoi? Parce qu'il est contenu à l'intérieur. Donc, tous ceux qui sont à l'intérieur là seront ses descendants en fait. C'est tout à fait clair. Maintenant, comment on cible cela? C'est ça la nuance maintenant. On veut sélectionner en fait, sélection de tous les éléments. Oups. Donc, on va sélectionner cela de tous les éléments span descendants. Première chose, qu'est-ce qu'on a dit? Sélectionner tous les éléments span descendants de l'élément avec l'ID mon contenu. Alors, la première question que vous devez vous poser, on a dit quoi? On parlait d'abord de l'élément avec l'identifiant contenu parce que c'est le premier de la hiérarchie, donc c'est le parent déjà. Donc, ça veut dire quoi? Il faut d'abord accéder aux parents. Comment on accède aux parents là? On sait tout simplement qu'il a un identifiant. Donc, on peut tout simplement faire ici là un get element by ID pour récupérer d'abord le parent avant de pointer sur ses enfants. Donc, la première chose qu'on fait, c'est quoi? On va par exemple déclarer let. On va dire par exemple l'espan égale à quoi? On fait tout simplement un document .get element by ID. Donc, c'est la première chose, on accède d'abord par un document.get element by ID. On définit l'ID. L'ID était quoi? L'ID était mon conteneur. L'ID était mon conteneur. Alors, une fois qu'on accède à lui, il faut donc maintenant aller chercher tous les spans en question. Alors, vous savez très bien qu'à l'intérieur, qu'est-ce qu'on avait dit? Tous les éléments span qui sont à l'intérieur de lui sont ses descendants. Donc, du coup, on a pu chercher pour aller récupérer chacun dans une div. Non. On va tout simplement faire appel à qui? Au sélecteur query selector all. Query selector all. Que permettait de faire query selector all? De récupérer tous les éléments qu'il voit. La différence de query selector qui récupère juste un seul élément, le premier qu'il trouve.
Puisqu'on sait déjà que dans la div, là, il y a uniquement 3 spans. Dès qu'il sélectionne l'identifiant, il fait tout simplement un query selector all sur tous les éléments. Et du coup, ça me retourne tout sans plus rien chercher en fait. Un query selector all, il passe tout simplement celui que je veux. Qu'est-ce qu'il voulait récupérer? C'était la span. Donc, quand il va faire ça, qu'est-ce qui va se passer? Il va m'afficher donc toutes mes spans en question. Il peut donc, si je veux, je peux donc ici, là, essayer d'afficher ça pour voir si ça fonctionne réellement. Donc, si on veut peut-être afficher, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire une boucle for. Donc, essayons d'afficher un peu ça pour voir si ça fonctionne. For, on va faire let i allant de 0, pour i allant de 0, i inférieur à. On fait tout simplement span, point length. Donc, parce que là, on sait d'office que c'est une collection, on ne veut pas savoir le nombre d'éléments qui est à l'intérieur. Et on va donc incrémenter notre i++. Et qu'est-ce qu'on va faire? C'est tout simple, on va seulement faire une console.log pour qu'il affiche en fait tout chaque élément. On fait console.log de quoi? De span. Exactement. Vous voyez que c'est déjà un traitement que nous sommes en train de faire. Le traitement que nous faisons, c'est un traitement que vous allez faire, par exemple, dans la page, ou bien ça serait peut-être un envoi vers le serveur, etc. Donc, si on actualise et qu'on lance, on est censé avoir le résultat escompté. Donc, si on inspecte là, on est censé avoir le même résultat. Vous voyez que ça fonctionne. Donc, c'est ça en fait. Il faut toujours penser. Il y a plusieurs autres méthodes qu'on peut tester. Ça, c'était la première méthode pour que vous puissiez vous retrouver. C'est la deuxième méthode. Maintenant, la troisième méthode, qu'est-ce qu'on peut faire? On fait let's span. On va tout simplement utiliser ici là quoi? Un query selector. Bon, je vais commenter celle-ci. Ok. Donc là, j'ai ma span. Il fait quoi? Document.query selector all. Comment est-ce que je peux accéder à tous mes spans qui sont dans un ID, dans une div qui a un identifiant précis? C'est un sélecteur que nous avons vu en CSS. Première chose qu'est-ce qu'il faut faire? On utilise ce JS, c'est le sélecteur d'identifiant. JS, mon conteneur. Dès qu'on a fait JS, mon conteneur, qu'est-ce qu'il faut donc faire d'autre? Span. Tout simplement, il n'y a plus rien à faire. Voilà l'avantage avec les queries. C'est pour ça que vous allez voir, la plupart des codes que vous allez voir, les gens sont tout le temps à utiliser query selector all et query selector. Parce qu'avec cela, vous ciblez ce que vous voulez en fait. Donc, tous les sélecteurs que vous avez vus en CSS sont applicables ici. En fait, c'est tous les sélecteurs qui existent en fait. Vous pouvez mettre ça à l'intérieur. Et si on le fait normalement, si on enregistre et qu'on peut te regarder, il n'y aura pas de problème. Il n'est pas censé avoir de problème. Vous voyez, c'est le même résultat. On peut donc parler également des sélecteurs d'enfants. Parce que ce sont les éléments que vous allez beaucoup utiliser. Parce que dans les pages, lorsque vous allez vouloir rendre interactives les pages, vous serez toujours en train de manipuler les éléments. Surtout sur le front-end. Ça, c'est les éléments qu'il faudra toujours euh, avoir en tête. Maintenant, je peux vous demander maintenant de faire une sélection. On va appeler ça comment? Puisque là, c'est le sélecteur d'éléments descendants qu'on faisait. Je peux vous demander également de faire une sélection ici d'éléments basés sur un attribut. Donc, si on vient par exemple sur le HTML, on peut également avoir la même chose. Donc, on peut construire une page, par exemple, pour tester. Donc, on peut créer quoi? Une liste. Donc, on va construire, par exemple, que dans votre site, vous aurez, par exemple, une liste LI. Vous aurez un UL, qui sera votre liste, qui aura comme enfant, par exemple, un LI. Et chaque LI aura, par exemple, on appelle ça comment? Élément, un élément I. Oups, j'ai oublié comment noter ça. Votre
Ok, c'est bon. Donc voilà, par exemple, ma liste. Il peut te donner ici un identifiant. Par exemple, ID égale ma liste. Dans certains sites, par exemple, puisque les données sont requises du serveur vers le front-end, quelles seront les données qu'on prend, on force nous-mêmes, on crée nous-mêmes nos attributs. Ça va arriver souvent. Vous allez voir, c'est vous-même qui allez créer souvent les attributs. Ce sont les attributs qui n'existent pas. Vous-même, vous allez introduire ces attributs-là parce que vous allez les récupérer côté JavaScript pour les manipuler. Donc, par exemple, je vais faire peut-être une diff. Je vais faire diff fois 3. Je vais créer par exemple 3 diff. Je vais créer les attributs. Je vais créer moi-même les attributs. Ok, diff. Je vais créer un attribut qui va s'appeler data role. Ça va arriver parfois. Quand on va faire les TP, vous allez voir que là, par exemple, data role, c'est un attribut qui peut-être n'existe pas. Il sait que c'est une donnée qu'il va prendre du serveur pour le mettre directement sur la balise pour me permettre de récupérer tout cela côté JavaScript afin de traiter cela. C'est pour ça qu'il crée par exemple une data role parce que c'est une donnée qu'il va prendre côté serveur. Et data role, par exemple, peut mettre quelque chose. Ça peut être par exemple que bon, il veut nommer ça comme étant par exemple mon header, mon footer, ainsi de suite. Donc, parce que je vais mettre ici là par exemple, ça c'est peut-être mon header. Ici c'est par exemple mon contenu. Je dis ça content. Et là par exemple, ça sera mon footer. Alors, je considère que je suis dans une page. Bon, on va mettre un paragraphe ici en bas pour pouvoir tester cela. Ici là, on va tout simplement dire qu'ici là, le piece n'a pas d'attribut. Pas d'attribut data role. Pas d'attribut data role ici. Donc voilà, donc ici là notre, notre HTML. Notre HTML. C'est quoi on veut, c'est quoi? On veut sélectionner tous les éléments avec l'attribut data role. Donc on veut sélectionner tous les éléments qui ont l'attribut data role. On veut sélectionner tous les éléments avec l'attribut data role. Donc, ce sont les éléments de data role qu'on veut sélectionner. Qu'est-ce qu'on va faire? On fait un document. Donc, pour cibler, on va le faire. Pour cibler directement, comme j'ai dit tantôt, on va faire un query selector all. Maintenant, on doit préciser l'attribut qui est concerné par le ciblage. L'attribut en question, c'est quoi? C'est l'attribut data role. Donc, lorsqu'on va faire notre query selector all, c'est tout simplement en utilisant le sélecteur d'attributs qui existe en HTML. C'était quoi? On précise toujours les crochets. Donc, lorsqu'on veut cibler un attribut de manière précise, voilà comment on le cible. La même chose que nous avons vu en, en CSS lorsqu'on faisait le cours sur le CSS, sur les styles. Donc, si on veut cibler un attribut précis, on fait ça. Étant donné que le query selector on retenu tous les éléments qu'il va trouver, il va donc retenir tous nos éléments. Donc, on peut faire un affichage comme nous avons fait la dernière fois, tout simplement pour l'afficher. Bon, on va utiliser le for each comme nous avons fait la dernière fois avec une fonction. On peut directement prendre l'autre data role element, on fait un for each dessus, puisque c'est une collection. Donc, lorsque vous avez une collection, vous pouvez faire un for each ou bien vous pouvez faire un for function, fonction qui n'a pas de nom. Donc, dans la suite, du coup, nous allons voir comment on peut également créer ce type de fonction sans utiliser le mot-clé function. Là, on a une fonction anonyme, fonction qui n'a pas de nom. En paramètre, puisqu'on va en train de parcourir, à chaque fois, il va nous retourner en fait l'élément en question. Donc, on prend l'élément là en paramètre. Lorsqu'il va nous donner l'élément en question, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut laisser la boucler sur chaque élément et pouvoir afficher quelque chose. On va tout simplement faire une console.log de l'élément en question. Ici, vous voyez, en 2 lignes, on a terminé que d'écrire un for. Console.log. Donc, vous voyez, vous allez trouver tous les divs qui ont pour attribut data role. Donc, il faut maîtriser en fait tous les sélecteurs CSS. Lorsqu'on ne met rien, ça veut dire que c'est une balise qu'on est en train de cibler. On a bien dit quoi? C'est un sélecteur. En HTML, en CSS, quand vous voulez sélectionner les sélecteurs de balise, qu'est-ce que vous faites? Vous mettez tout simplement le nom de la balise. Si c'était A, vous mettez tout simplement le nom de la balise A. Si c'était peut-être div, vous mettez tout simplement div. C'est la même chose ici.
Ici, si vous le mettez, puisque ça, c'est juste le paramètre, et le paramètre, c'est une string, une chaîne de caractères. Quand vous ne mettez rien, si je mets tout simplement A là, ça veut dire que je sélectionne quoi? Une balise. Maintenant, si vous demande maintenant de cibler, si vous demande maintenant de sélectionner les éléments ayant un attribut avec une valeur précise, en fait, il veut que vous sélectionnez en fait les éléments qui ont un attribut avec une valeur précise. Donc, je vais considérer par exemple quoi, que nous sommes par exemple dans un menu de navigation. Je veux que vous me sélectionnez tous les éléments qui ont la classe active. Si on vous demande de sélectionner les éléments basés sur un attribut, c'est-à-dire quoi? On vous demande de sélectionner tous les éléments avec un attribut donné dont la valeur est fixée. Je vous dis par exemple, sélectionnez-moi tous les éléments qui ont une classe par exemple data dont la valeur est active, ou bien qui ont une classe par exemple statut dont la valeur par exemple est visible, ou bien qui ont un attribut classe dont la valeur est peut-être menu. C'est ça que je suis en train de demander. On considère par exemple que vous avez un menu, il y a des classes, par exemple, je dis ça comment, il y a des classes, par exemple, sur les menus, par exemple, quand une classe est active, le plus souvent, qu'est-ce qu'on fait? On le colorie, par exemple. Donc, par exemple, c'est on a un UL avec on a le NAV avec plusieurs éléments. Donc, on voudrait que, par exemple, vous sélectionnez tout. Puisqu'ils ont les classes, vous sélectionnez tous les éléments qui ont eu la classe, par exemple, non active. Parce que par défaut, tout le monde n'est pas actif. Il y a d'autres qui sont actifs. Donc, on voudrait que vous sélectionnez tous les éléments dont la classe est, dont l'attribut est classe et dont la valeur de la classe en question est non active, par exemple, inactive, par exemple. Donc là, par exemple, pour avoir un nav, donc je mets d'abord un exemple, par exemple, on a une nav, par exemple, dans notre nav, on a par exemple quoi? C'est l'exemple en fait dans les menus de navigation, en fait. On a par exemple un UL qui aura par exemple des LI. On veut prendre par exemple 3 LI. Chaque LI aura un A. Donc j'aurai un UL qui aura par exemple 3 LI. Ok, j'ai mon UL et j'ai mon LI. Alors, dans mon LI, qu'est-ce que j'ai dit tantôt? J'ai dit que les LI auront un attribut. Je vais directement donner l'attribut. En fait, on va partir sur le même attribut que tout à l'heure. Avec data, par exemple, c'est le statut de navigation. Je vais dire par exemple statut status. Donc, j'ai mon LI qui est, par exemple, le premier est active. Bon, à l'intérieur, on peut mettre un A, une balise A. Par exemple, le ref, bon, on ne met rien ici à l'intérieur. On va mettre un dièse. Bon, on peut copier ça pour tout le monde. Ça, par exemple, ça sera au niveau de l'accueil. Bon, il y a un seul L. Donc, ça, c'est au niveau de l'accueil. On peut copier ça pour tout le monde. Ici, là, on peut le retirer ici. Cela là, c'est pour voir comment ça marche en fait. Et ici, là, après accueil, on aura par exemple, si c'est aussi de e-commerce, on aura les produits. Maintenant, ceci là, on peut le retirer ici là pour voir comment ça fonctionne réellement. On peut le retirer là. On le met plutôt sur le A pour voir vraiment la nuance. Vous allez voir que ça va sélectionner tous ceux qui ont les attributs vraiment. Maintenant, après, on a notre deuxième. Ici, on peut me le dire par exemple qu'il est inactif. Inactive. Voilà. Au niveau du troisième, on peut mettre le même lien pour lister par exemple les services. En fait, le problème, c'est qu'avec le JavaScript, il faut beaucoup pratiquer. Il faut beaucoup pratiquer pour s'en sortir facilement. Parce qu'il y a beaucoup de choses pour voir. Plus on avance, plus ça se complique un peu. C'est pas aussi facile comme vous le disiez, mais c'est facile. Lorsqu'on dit que c'est difficile, c'est relatif en fait. Donc, si vous pratiquez, vous allez voir, c'est très facile. Il n'y a rien de compliqué. Donc là, par exemple, on aura les services. Et après, en dernier, on aura quoi? En dernier, on peut avoir les contacts de l'entreprise. Vous allez voir ce qui va se passer là. Là, par exemple, je vais retirer ici, là, le statut ici, plutôt. Je vais le mettre au niveau du A.
Donc, on a 4 éléments où on a L2, LI. Oui, 2 LI qui ont la classe active et 2 A qui ont la classe inactive. On va prendre ceci à inactif. Donc, qu'est-ce qu'on veut donc faire? On veut donc sélectionner tous les éléments du menu qui sont actifs ou inactifs. Comment sélectionner tous les éléments du menu qui sont actifs? C'est très simple. Donc, je veux par exemple sélectionner tous les éléments en fait du menu actif. Est-ce qu'on se comprend? Donc, qu'est-ce que je fais? Je déclare seulement ma variable let active menu. Puisque ce sont les éléments, c'est toujours mieux de mettre actif menu items dans les éléments actifs du menu. C'est très simple. Je fais tout simplement un document point query selector all puisque c'est tous les éléments qu'on veut en fait. À l'intérieur, qu'est-ce que je fais? J'utilise le sélecteur d'attributs. Le sélecteur qui me permet de sélectionner les attributs. À ne pas confondre avec peut-être le sélecteur d'identifiant. Quand vous dites par exemple sélecteur d'identifiant, sélecteur de classe, c'est tout simplement parce que vous voulez déjà sélectionner une classe et sélectionner un identifiant. Parce que là-bas, c'est déjà connu. Et on sait d'office que pour sélectionner une classe, on utilise le point. Pour sélectionner un identifiant, on utilise le point. Or, maintenant, la classe et les identifiants sont ce qu'on appelle des attributs. Donc, du coup, il y a une manière de sélectionner les attributs que nous avons vus précédemment. C'est d'utiliser quoi? Les crochets. J'espère que c'est le bon nom, c'est le crochet. En utilisant les crochets, donc, qu'est-ce que je fais? Utiliser mes crochets. Bien évidemment, je n'oublie pas de préciser que c'est une string. Donc, quand je précise mes crochets, je donne à l'intérieur quoi? Le nom de mon attribut. Mon attribut était quoi? Mon attribut était tout simplement statut. Donc, je vais tout simplement mettre là statue. Status. J'ai dit quoi? On veut les éléments dans le statut. On veut cibler l'attribut. Les éléments qui ont l'attribut statut, dont la valeur est précise. Puisqu'on veut cibler un attribut précis, qu'est-ce qu'on fait? Donc, on va mettre statue égale. On a bien ça. Donc, ça va faire quoi? Ça va sélectionner tous les éléments qui ont l'attribut statue et dont la valeur est active. Si c'était une classe, par exemple, quand vous allez travailler par exemple sur les menus, pour pouvoir gérer par exemple l'actif et non actif, vous allez tout faire la même chose. Vous allez ici la mettre plutôt classe. Est-ce que c'est clair? En maintenant, je peux faire un affichage, je fais tout simplement quoi? La même chose que tout à l'heure. Donc, il prend juste mon élément, mon objet, puisque c'est un objet que ça retourne. Dans ce cas, ça sera une collection. Je prends tout simplement ma collection. Exactement, ma fonction callback. Puisque ça retourne à chaque fois les éléments, donc à chaque fois, ça va me retourner les éléments en question. Je mets là juste la variable. Ça, c'est juste la variable. Donc, rien de compliqué. Et je traite, il fait mon traitement tout simplement. On peut faire un document peu droite également. Vous voyez très bien que ça a sélectionné tous les éléments qui ont la classe active. Il peut également sélectionner tous les éléments qui ont la classe inactive. Qu'est-ce que je fais? La même chose. Je vais tout simplement venir là, faire la même chose. Qu'est-ce que je vais changer? C'est tout simplement ici là. Inactive. Vous voyez qu'on a un LI ici là. Maintenant, qu'est-ce qu'on aura? Ça vous donne chacun des éléments là en question. Ok. Alors maintenant, on va passer à un autre. On a vu comment on sélectionne maintenant les valeurs d'un attribut. Donc tout à l'heure, j'ai dit quoi? Les valeurs, c'était la sélection des valeurs d'un attribut. Maintenant, on va passer quoi? À la sélection d'un élément parent. Comment sélectionner un élément parent? Donc, par exemple, je peux vous demander, par exemple, quoi? Que sélectionnez-moi tous les éléments parents d'un élément, par exemple, qui a une ID précise, ou bien qui a une classe précise, ou bien qui a une balise précise. Par exemple, je vais dire, sélectionnez-moi tous les enfants. L'élément parent d'un div, d'un A, d'un span, ou alors d'un élément qui a pour classe telle chose, ou bien qui a pour identifiant telle chose, ou bien qui a bien à partir d'un attribut. Je peux par exemple vous dire que par exemple, à partir d'un attribut, sélectionnez-moi son parent. Alors là, on va faire la sélection d'un élément parent. Donc, on peut faire un petit div tout simplement. On va faire un div avec une classe, par exemple, où il y avait un identifiant. Par exemple, mon élément qui aura la classe, on va prendre quelle classe? Parent. Donc voilà ma div. On a, bon, ici, on peut mettre élément. Hein. On va prendre élément et parent. À l'intérieur, qu'est-ce qu'il peut avoir? Il peut avoir peut-être tout simplement un paragraphe, un petit texte tout simplement. Si c'était l'élément avec, par exemple, là, il dit
On peut mettre ça entre codes pour spécifier. Alors, une fois qu'on a fait ça, on peut mettre un bouton, par exemple, pour dire tout simplement, cliquez-moi. Button, comme valeur, on peut mettre juste cliquez-moi. Bon, là, maintenant, à partir de cet exemple ici, qu'est-ce que je veux? Je veux tout simplement que vous puissiez sélectionner l'élément parent de l'élément avec pour identifiant l'élément. Donc, qu'est-ce que je veux ici? Je voudrais tout simplement que vous fassiez quoi? Que vous me sélectionnez en fait l'élément parent, bien, on a dit l'élément, donc c'est un élément. Donc, sélectionnez-moi l'élément parent, puisqu'on a un seul parent. Sélectionnez-moi l'élément parent de l'élément qui a pour identifiant mon élément. Première question, c'est d'abord quoi l'élément parent de celui qui a pour identifiant mon élément? Quel est son parent, c'est qui? On veut d'abord sélectionner l'élément parent. Il faut d'abord sélectionner l'élément parent. On a mon élément et on a parent. Donc, je veux par exemple faire quoi? Je vais sélectionner le parent de cette div-ci. La première question, c'était de sélectionner qui? L'élément de cette div-ci. Donc, sélectionner quoi? Sélectionner l'élément parent de l'élément ayant pour identifiant mon élément. Donc, c'est à partir de l'identifiant qu'on va pouvoir sélectionner l'élément parent. C'est ce qu'on est en train de vous informer, en fait. Parce qu'on a dit quoi? Sélectionnez-moi l'élément parent de l'élément qui a pour identifiant mon élément. Puisque div, c'est un élément. Et son identifiant, c'est quoi? C'est mon élément. On vous demande de sélectionner son parent. Qu'est-ce qu'il faut donc faire en JavaScript? C'est simple. On va par exemple venir tout simplement mettre là, sélection d'un élément, bon, excusez le, d'un élément parent, fait un let, parent, element, égal à quoi? C'est toujours document, point get element, by ID, puisqu'on a parlé d'identifiant. On va sélectionner la partie de son identifiant, il va récupérer de manière unique. L'identifiant, c'était quoi? C'était mon élément. Lorsqu'on fait ça, qu'est-ce qu'on a? Lorsqu'on fait ça, on a déjà récupéré l'élément en question, donc on a récupéré la diff. Donc, il peut même afficher ça à l'écran pour que vous puissiez voir comment on a récupéré également la diff. On s'y fait un document. Point write, parent, element. Donc là, vous voyez qu'on a bien un objet, non? HTML div element. Donc l'élément en question, c'est la div. Maintenant, pour récupérer le parent, qu'est-ce qu'il fait? Il pointe encore dessus, puisque j'ai déjà l'élément en question. Il fait juste une pointe. Il fait tout simplement parent node. Je veux le nœud parent. Donc, le parent node, si par exemple, c'est quoi? C'est une propriété liée à l'objet. Un objet. Tous les objets ont toutes les propriétés, en fait, tous les objets, en fait, qu'on crée à partir de HTML ont cette propriété parent node qui permet de retourner quoi? Le parent de l'élément en question. Donc là, maintenant, j'ai récupéré mon élément. Vous voyez qu'à partir de ça, il peut afficher dans mon, dans mon, dans mon, dans ma page, en fait. Il peut même y faire un petit traitement pour vous montrer comment ça se passe, par exemple, souvent. On peut, par exemple, définir une classe pour montrer vraiment on a vraiment sélectionné. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer d'utiliser de lier ça avec le CSS pour voir comment on peut utiliser, par exemple, le JavaScript avec le CSS directement. Donc là, par exemple, il sait qu'ici, là, j'avais un fichier CSS. Est-ce qu'il y avait un fichier style? Oui. Il y avait un fichier style. Je vais créer cela dans un fichier style que je vais donc aller appeler. Je vais appeler ce style-là, par exemple, parent. Parent. Et tout ce qu'il veut faire, tout simplement, c'est quoi? Pour un parent, qu'est-ce qu'il doit faire? Je vais tout simplement cela donner un style, background. Je vais tout simplement donner un background color, tout simplement. Mettre par exemple red, bien peut-être sky blue. Ok, j'ai peut-être un parent qui a sky blue. Et qu'est-ce qu'il doit faire maintenant? Je vais donc ajouter cette classe-ci donc mon élément parent a le bleu. Bon, je vais essayer de retirer parent. On va mettre parent U. Pour éviter que je veux montrer que le parent va prendre tout cela en fait. Donc, qu'est-ce qu'il veut donc faire? Je vais donc ajouter cette classe-ci. Je vais donc ajouter une classe pour mieux visualiser en fait la sélection d'éléments parents. Je vais ajouter une classe à l'élément parent que je viens de récupérer. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Tout simplement, je fais juste appel à mon élément parent. On utilise la propriété. Lorsqu'on va ajouter une classe, on fait pour une classe list. Et qu'est-ce qu'on peut faire sur lui? On peut faire une classe list. Parent element pour une classe list. Point add. On met le nom de la classe. Parent E. Lorsqu'on utilise par exemple
la propriété class list qui est une propriété des objets, ça nous permet tout simplement de faire quoi? D'ajouter une classe avec, bien évidemment le nom de la classe en question. Donc on fait une classe list.add. Donc lorsqu'on fait un point class list, ça nous permet d'accéder aux classes de l'élément et on fait point add par exemple pour pouvoir essayer là, ajouter une autre classe. Donc maintenant quand on fait un class list.add, on ajoute. Vous pouvez également faire quoi? Un class list.remove. Si vous retirez la classe en question, qu'est-ce qu'il fait? Il écrit ici là tout simplement remove en anglais. Donc si la classe existait déjà, qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut également faire un class list.remove. Ouais, ça va tout simplement. Quand il va enregistrer, ça retire tout simplement. Vous voyez que dès que j'ai enregistré, ça tout simplement retirer. Donc si j'ai un élément A et que je vais ajouter une classe, j'utilise quoi? Add. Donc je fais d'abord point class list.add. Je précise en paramètre le nom de la classe que je vais ajouter. Mais si je veux plutôt retirer une classe à un élément, qu'est-ce que je fais? Je fais tout simplement encore point remove. Donc je fais toujours appel à la classe. Si je fais par exemple shift D, là je vais commenter ça. Je vais commenter ça. Donc si je fais par exemple parent element point class list point toggle parent element, qu'est-ce que ça fait? Si ça existe déjà, alors il va retirer. Mais si ça n'existe pas, il va ajouter. Alors s'il enregistre, qu'est-ce que vous allez voir? Il a ajouté parce que ça n'existait pas à la base. Est-ce qu'on se comprend? Mais maintenant, pour que vous puissiez comprendre, je vais aller maintenant au niveau du HTML. Je vais donc ajouter. Nous l'avons fait dans les cours. Donc si vous allez en haut, là, vous allez voir que nous avons déjà fait ça. Donc si je viens maintenant plutôt ici, là, qu'est-ce que je fais? J'ajoute plutôt. Donc puisque ça concerne le body, donc je vais ajouter la classe par exemple là, parent element. J'ajoute. Vous voyez, dès que j'ai ajouté, qu'est-ce qui se passe? Quand j'actualise, ça n'existe plus. Pourquoi ça n'existe plus? Parce qu'il a regardé. Lors du chargement, il a dit quoi? Il regardait d'abord, on a fait un toggle. Le toggle, c'est quoi? Si ça existe déjà, il retire. Si ça n'existe pas, il le met. Donc, il a regardé, il a vu que ça existait déjà. Donc, du coup, il a retiré. Le toggle ajoute ou supprime. Il ajoute dans quel cas? Il ajoute dans le cas où ce n'était pas présent déjà. Donc, si la classe n'existait pas déjà sur l'élément, il va l'ajouter. Mais si la classe existait, il va supprimer. C'est ce qui se passe ici. Qu'est-ce qui se passe? Regardez le HTML. Dans le HTML, j'ai déjà mis la classe parent. Au niveau de mon body, j'ai défini la classe parent E. Donc, si j'ai défini cette classe et que je m'en vais maintenant au côté du script, il dit quoi? J'ai ciblé mon élément. Il cible son parent et il fait maintenant class list.toggle parent E. Il va d'abord vérifier, bon, est-ce que le parent a déjà la classe en question? Oui, il a la classe en question. C'est-à-dire quoi? Je retire donc la classe en question. Mais maintenant, si le parent n'avait pas la classe, regardez là maintenant, le parent, cette fois-ci, n'a pas de classe. Qu'est-ce qu'il va donc faire? Il vérifie. Est-ce que le parent avait la classe? Non, il n'avait pas la classe. Donc, j'ajoute. C'est la raison pour laquelle vous allez voir la couleur a changé. Donc, si vous avez une classe que vous avez préparée, le plus souvent, on utilise ça sur le menu de navigation. Par exemple, vous voulez que lorsqu'on clique, par exemple, sur un élément, s'il a déjà la classe, par exemple, inactive, vous le mettez active. C'est pour pouvoir retirer ou bien ajouter une classe lorsqu'on est sur un élément, en fait. Vous pouvez, par exemple, remplacer une classe avec toujours le toggle, avec la méthode replace. Donc, c'est une méthode qui est toujours liée, en fait, à la propriété classe d'un objet. Donc, par exemple, ici, regardez, par exemple, je vais venir, par exemple, ici, là, je vais mettre, par exemple, parent. Donc, dorénavant, mon élément body a la classe parent. Mon body a la classe, à la classe quoi? À la classe parent. Maintenant, qu'est-ce que je veux faire? Je veux remplacer la classe là en question par une autre classe. Alors, pour que vous puissiez bien voir, on va d'abord inspecter, que vous puissiez bien voir que le body a bien évidemment, donc, vous voyez très bien, c'est là que le body a la classe parent. On peut plutôt remplacer en fait. Et pour remplacer, c'est très simple. Donc, si vous voulez remplacer une classe par une autre, je veux remplacer par exemple la classe parent par la classe par exemple parent E. Qu'est-ce que je fais? Je viens tout simplement faire classe list.replace. Donc, utiliser la méthode replace en fait. Et en paramètre, on précise celui qu'on veut remplacer. Je veux remplacer qui? Je veux remplacer parent par parent E. Est-ce que vous comprenez?
Donc, c'est sorti de vouloir remplacer la classe parent qui était déjà définie ici par parent E. Remplacer une classe par une autre classe. C'est tout simplement ce que la méthode permet de faire. Remplacer une classe par une autre classe. Là, voici la classe qui veut être remplacée. Voici la nouvelle classe ici là qu'on veut remplacer avec en fait. Donc j'ai un élément qui a une classe, mais je veux remplacer cette classe-là. C'est la même chose par exemple avec le menu de navigation. Vous allez bien voir souvent dans les menus de navigation, lorsque le menu est actif, il est souvent coloré, non? Alors maintenant, qu'est-ce que vous voulez faire par exemple? Lorsqu'on va cliquer sur le second, donc, par exemple, l'utilisateur est sur la page d'accueil. Donc le bouton accueil est donc coloré en rouge ou bien souligné. Vous voulez par exemple que lorsque l'utilisateur va cliquer peut-être sur service, nos services qui est à droite, qu'est-ce qui se passe? C'est plutôt le service qui soit mis en avant. Donc peut-être les écritures grossissent et peut-être la taille de police augmente et la couleur change. Ça, c'est un style que vous aurez fait derrière. Donc vous aurez par exemple d'un côté un style lorsque c'est actif, et un style lorsque c'est inactif. Donc vous allez faire que lorsqu'on va cliquer sur un élément, qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'on clique sur un élément, on va le désactiver. Donc il va passer à actif dans le cas où il était désactivé et désactivé dans le cas où il était actif. Donc vous pouvez faire un remplacement tout simplement. Lorsqu'on clique sur lui, vous vérifiez, faites juste un remplacement. Vous changez par exemple, on clique par exemple de active à inactif, puis on clique de inactif à actif. Mais ce qui marche le plus, c'est ça en fait. Donc nous avons vu presque tous les sélecteurs. Maintenant, on va passer à un autre sélecteur et c'est très important. Ça, c'est une manière, avec tout ce que nous sommes en train de faire ici, en fait, c'est une manière de réviser le CSS. Donc, ce que je vais vous conseiller de faire, c'est que vous allez appliquer tout ce que nous avons vu aujourd'hui ici sur le CSS. Tous ces sélecteurs ici que nous sommes en train de faire, parce que ce sont les sélecteurs CSS. Normalement, vous les avez appliqués dans le cadre des exercices, mais vous pouvez encore les appliquer. Donc, essayez de vous exercer dessus encore. Donc, exercez-vous sur les sélecteurs CSS. Vous pouvez aller sur MDN, chercher les sélecteurs CSS pour essayer de réviser tous les sélecteurs CSS qui existent en fait. Ce sera un avantage pour vous. Donc, prenez ça comme un devoir, réviser tous les sélecteurs CSS. Et sur MDN, vous avez tout, accès à tous les sélecteurs CSS qui existent en fait. Ou bien dans les cours que je vous avais donné, je vous avais donné un PDF en ce qui concerne le HTML, c'est un PDF complet. Donc, vous pouvez réviser dessus très bien. Il y a tous les sélecteurs là-bas, bien expliqués. Ok, une fois que vous avez vu les sélecteurs de parents, il y a également les sélecteurs de frais ou les sélecteurs suivants. Par exemple, je peux être dans un document et je vous demande par exemple de sélectionner tous les éléments, par exemple P. Je peux vous demander de sélectionner tous les paragraphes qui suivent immédiatement un H2. Dans un article de blog, par exemple, le plus souvent on utilise ces choses-ci. Comment sceller, par exemple, tous les paragraphes qui vont suivre un titre de nouveau 2. Ok, là, on va aller sur un exemple précis. Quand on vous demande un exemple, première chose, c'est que vous visualisez d'abord le HTML, ensuite vous donnez vos solutions. C'est ce que je vous attends de vous depuis. Quand vous demandez quelque chose comme ça, vous supposez d'abord un HTML et vous faites la sélection par la suite. Vous ne pouvez pas faire une sélection au hasard. C'est ce que vous voulez voir. Donc, à chaque fois, vous essayez de faire la sélection sans tenir compte d'un HTML précis. Il faut toujours tenir compte qu'il y a un HTML. Donc, par exemple, j'ai une div. Div.conteneur. Là, c'est mon conteneur. Bon, je conseille toujours en anglais. Alors, à l'intérieur, qu'est-ce que je dois avoir? J'aurai un H2. À l'intérieur, vous mettez par exemple titre H2, tout simplement. Après, j'aurai quoi? J'aurai un paragraphe P. Il y aura également, on va mettre quoi? Paragraphe. Oui, paragraphe 1. Ensuite, on peut faire la même chose. Donc, j'aurai également un titre H2. Bon, on peut dire que ça soit un autre titre pour différencier. Autre titre H2. On aura un paragraphe 3. On aura un paragraphe 4 tout simplement. Ok, donc on va mon titre 2, paragraphe 1, paragraphe 2, autre titre H2, paragraphe 1, paragraphe 2. Je vous rappelle très bien qu'est-ce qu'on veut voir. On veut voir les sélecteurs d'éléments suivants, ou bien les sélecteurs de frais. Donc, c'est la première chose que vous devez respecter. On veut cibler un frais, un élément suivant. C'est un sélecteur qui existe en CSS. Nous l'avons vu très bien en fait. Donc, qu'est-ce qui va donc se passer si on veut sélectionner les frais ou bien alors quoi que ce soit? Je veux tout simplement que vous puissiez me sélectionner tous les éléments P qui suivent
immédiatement, en fait, un élément H2. Il y a combien de paragraphes qui suivent directement un élément H2? Il y a 2. Le premier, c'est celui-ci. On a paragraphe 1 qui suit directement un H2 et on a paragraphe 3 qui suit directement un H2. On vous demande de sélectionner les paragraphes qui suivraient directement un H2. Suivre directement quelqu'un voudrait dire quoi? Vous êtes directement après la personne. Après le H2, après ce H2, qu'est-ce qu'on a? On a un P. Après ce H2, qu'est-ce qu'on a? On a un P. Donc le P, si paragraphe 1 suit directement le H2, si on va utiliser le sélecteur de frais. Est-ce que vous vous rappelez du sélecteur de frais? Ok, donc là, maintenant, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut sélectionner tous les éléments P qui suivent en fait de manière immédiate, donc immédiatement, un élément H2, comme je dit tantôt. Bien évidemment, on va toujours faire appel à qui? Au query selector all. Donc, on va toujours utiliser le query selector all. Mais maintenant, on va faire appel au sélecteur. À l'intérieur, le sélecteur sera quoi? Ce sera le sélecteur de frais que nous avons vu bien évidemment en CSS. Donc, première chose, on déclare d'abord notre variable let, par exemple, paragraphe. Égal à quoi? Toujours document. Query selector all. Et en paramètre, on va donc préciser là notre sélecteur. Notre sélecteur sera quoi? H2 plus P. On est en train de sélectionner qui? Tous les paragraphes qui suivent de manière immédiate, donc directement après les H2, on aura un paragraphe. Donc directement après les H2, on a un paragraphe. Tous les paragraphes sont directement après les H2. Voilà ce que ça donne en fait. Donc ce qu'on fait, c'est quoi? On peut faire un for each. Donc ce que je peux faire, c'est que je vais essayer d'ajouter une classe pour mieux visualiser en fait la sélection des éléments. Donc ce que je vais faire, c'est quoi? C'est que je vais aller dans le CSS, on va essayer d'ajouter une classe. On va appeler, bon, ils sont stylés d'abord peut-être le H2. Le H2 en question, on va styler d'abord le H2. H2, virgule P. D'accord. Donc là, c'est assez simple. Ce sont des éléments qu'il faut maîtriser. Là, je pense qu'ils sont meilleurs peut-être à notre 10e sélecteur. Donc, vous voyez qu'il y a tellement de sélecteurs. Ça, c'est les sélecteurs principaux. Vous-même, vous pouvez créer vos sélecteurs. Et là, ce sera juste les sélecteurs composés, en fait. Mais ça, c'est le type de sélecteurs qu'on peut avoir lorsqu'on travaille en JavaScript, en fait. Donc, maintenant, pour afficher en console, c'est la même chose. Tout ce que je sélectionne, je peux également afficher en console à chaque fois. Donc, pour voir juste comment ça se passe, il n'y a pas besoin de faire 2 lignes. Console.log. Afficher à chaque fois le paragraphe en question qui est concerné. C'est ce que vous avez demandé tout à l'heure. Donc, console.log, c'est le même traitement. Donc, il met tout ce que je veux, en fait. Si je m'en vais en console, vous allez voir, on va afficher les deux paragraphes sans problème. Vous voyez très bien, voilà nos bouts de paragraphe 1 et paragraphe 3. Et bien évidemment, ce sont les paragraphes concernés. Si on vient regarder ici, donc c'est le paragraphe 1 qui suit directement un titre H2. Et c'est le paragraphe 3 qui suit également notre titre H2. Maintenant, on va voir notre sélecteur. Sélectionnez-moi le deuxième élément, par exemple, d'une div, enfant, par exemple, d'un élément qui possède un identifiant précis. Qu'est-ce que vous remarquez premièrement ici? Il y a la notion de rang. Est-ce que vous remarquez d'abord ça? La première chose à considérer, c'est la notion de rang que j'ai mise au départ. On veut sélectionner quoi? Le deuxième élément d'une div. Donc ça fait déjà appel ici à la notion de rang qui possède quoi? Un identifiant. Par exemple, ma section. Pour l'identifiant ma section, vous voulez tout simplement dire quoi? Vous allez d'abord quitter un identifiant pour sélectionner l'élément en question. 2.nth, on avait AN. On avait AN plus B. Ça permettait de faire quoi? Ça permettait tout simplement de faire un ciblage d'un élément qui possède quoi? Les éléments voisins. Bon, c'est un peu comme les mathématiques. Lorsqu'on dit AN plus B, ça voudrait tout simplement dire quoi? Cible-moi les éléments qui possèdent quoi? AN plus B
moins un élément voisin. Donc, on va prendre un B moins un élément voisin. Et ici, là, on regarde bien le niveau parce qu'au départ, on parlait du niveau. Donc, c'est le niveau qu'on regarde. Puisqu'on est toujours sur l'arbre du document, si vous vous rappelez très bien. Donc, lorsque vous allez voir, on va toujours dire NTH chill AN plus B. On voulait sélectionner les éléments qui possèdent quoi? Un élément, en fait, selon un ordre et avec des voisins bien définis. En grosso modo, c'est la position, en fait. On veut cibler grâce à la position. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on veut cibler des éléments peut-être voisins grâce ici à une position donnée. Donc, si je veux cibler, par exemple, les éléments impairs, je vais cibler, par exemple, des éléments pairs, c'est avec le pseudo-élément NTH child. Ça peut en paramètre l'ordre avec lequel on veut cibler. Bien évidemment, lorsque vous voyez AN plus B, ça veut dire que ce sera un élément peut-être impair. Lorsqu'on aura AN, ce sera un élément peut-être pair. Et nous avons vu, par exemple, dans le en CSS, comment on pouvait le faire. Par exemple, on pouvait cibler, par exemple, les éléments pairs. Par exemple, si on veut cibler, par exemple, le deuxième élément, le quatrième, le huitième, le 20e, le 22e. Vous voyez qu'à chaque fois, les éléments sont pairs. On devait quitter avec, par exemple, tout simplement un AN, sachant que N devait être, en faisant AN fois A fois N, ça devait être pair. Donc là, on cible en fonction des positions. Je pense que ici, là, c'est très clair. Ok. Donc là, par exemple, moi, j'ai demandé de faire quoi? Essayer de cibler. Je pense que vous avez retenu ce que je vous ai dit tout à l'heure. Vous allez me montrer cela. Donc, par exemple, moi, je vais sélectionner quoi? J'ai un document. Je vais sélectionner dans mon document quoi? Tous les deuxièmes éléments. Enfin, je vais sélectionner quoi? Le deuxième élément, en fait, qui est une div, qui est enfant d'un identifiant. Par exemple, ma section. Donc, j'ai une identifiant, une div avec l'identifiant ma section. Je vais sélectionner donc le deuxième élément de la div en question. Le deuxième, qui est une div, bien évidemment. Donc là, par exemple, je vais tout simplement dire quoi? J'ai une div, par exemple, la div principale, c'était quoi? Ma section. J'ai une div, point, qui a l'identifiant ma section. Et dans cette div, alors, c'est quoi? Il y a trois autres divs qui ont la classe, par exemple, bon, ça c'était l'identifiant. On a, dit, on a bien dit identifiant, il faut me rappeler. Là, maintenant, il peut également déclarer trois autres divs qui ont peut-être une classe, par exemple, select. Oui, là, c'est le temps. Bon, on va finir. Donc là, par exemple, on a div.selected. À l'intérieur, on peut avoir élément $. On va faire ça fois 3. OK. Donc, on a le premier élément. Donc, dans ma div section, qu'est-ce que j'ai? J'ai une div qui a la classe, par exemple, selected. Et maintenant, à l'intérieur, qu'est-ce que j'ai? J'ai à chaque fois d'autres diffs. Bien évidemment, ici, on peut même rajouter quelque chose pour vous montrer un peu pour voir un peu la complexité. J'aurais même dû le mettre depuis. Donc, après chaque élément, on va mettre une autre diff, simplement pour montrer la sélection qu'on veut faire. Parce que si on ne fait pas ça, on ne va pas bien voir la sélection en question. Et puis, il peut ajouter des diffs complémentaires là. Voilà. À l'intérieur, il peut me mettre quelque chose. D1 ici. D2. C'est les miens D3. OK. Alors, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut sélectionner le deuxième élément div enfant de l'élément avec l'ID ma section. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire? Exactement. Donc, on veut sélectionner quoi? Le deuxième élément. Donc, forcément, ça sera quoi? Puisque c'est trois enfants, on veut sélectionner le deuxième. Vous aurez compris. Donc, qu'est-ce qu'il faut donc faire? Il faut d'abord récupérer l'élément à partir de son identifiant. On récupère d'abord la section en question. Et à partir de la section, qu'est-ce qu'on fait? Exactement. Vous faites sélectionner quoi? Le deuxième. NTH 2. Ça sera le deuxième automatiquement. Parce que N va valoir, A va valoir 1. C'est-à-dire quoi? Le 2. A va valoir 1 et
Je suppose par exemple que vous avez pris par exemple 2. Imaginez par exemple que vous mettez 2. On avait parlé de quoi? La parité. Est-ce que vous vous rappelez des parités? Puisqu'il a dit que c'est la position. Donc si par exemple vous dites qu'on met peut-être 2n, ça signifie quoi? Si vous mettez 2n, ça veut dire que dans votre document, on va cibler quoi? Le deuxième élément va commencer à 2. Puisqu'on commence à 1, on va faire 2 fois 1. N va falloir commencer à 1. On va prendre d'abord le deuxième élément. Ensuite, on va partir directement au quatrième. À chaque fois, on va multiplier en fait. Donc, n va valoir par exemple, premièrement, n va valoir 1, n va valoir 2, n va valoir 3, jusqu'à ce qu'on avance. Si vous dites 2n, ça voudrait tout simplement dire quoi? Vous avez pris 2n plus b. B est, voilà, vous avez pris b à 0, ça veut dire qu'on n'a pas de frais. Ça veut dire quoi? Oui, ça veut tout simplement qu'on a dit 2n. Vous allez cibler tout simplement les éléments fixes. Vous n'allez pas toucher les frais en fait. Donc la notion de plus là, c'est un peu comme si vous ciblez, c'est un peu le frais d'à côté que vous voulez regarder. Si vous ne mettez pas si vous omettez le B, ça veut dire que vous ne ciblez pas les frais. C'est tout simplement ce que ça voudrait dire. Si par exemple, il dit par exemple 2n plus 1, ça veut dire qu'on va cibler les éléments fixes à partir de 2n plus 1. Donc on va commencer à combien? On va commencer à n égale à 0. Si n égale à 0, qu'est-ce qu'on a? On a 1. Si n égale à 2, qu'est-ce qu'on a? Et le plus souvent, il y a deux cas qu'on retient. Soit c'est le P, soit c'est MP. Si on prend par exemple 2n plus 1. Si on prend 2n plus 1, 2n plus 1, c'est la fonction de parité, non? Lorsqu'un élément il se forme 2n plus 1, il est impair. Lorsqu'un élément il se forme 2n, il est pair. Donc, dans ces deux cas, si on a affaire aux parités, même temps, vous pourrez avoir les cas, par exemple, vous avez dit, par exemple, ça peut être 5n, par exemple, plus peut-être plus 5n, par exemple, plus 4. Si vous dites, par exemple, il veut 5n plus 4, qu'est-ce que ça voudrait dire? Ça voudrait tout simplement dire que vous voulez cibler qui? Donc, si vous venez, par exemple, ici, là, on dit, par exemple, qu'on veut cibler 5n plus 4. Ça voudrait tout simplement dire quoi? Que vous voulez cibler à partir de n. Si n vaut 0, on va cibler combien? On va cibler à partir de 5. Donc, c'est les fils que vous voulez cibler à partir de votre élément, en fait. Si on commence premier fils à 0, ça veut dire que le premier fils serait qui? Le premier fils que vous allez cibler serait quoi? C'est un ensemble de fils que vous voulez cibler, en fait, ici. Puisqu'on parle de quoi? Il y a un sélecteur qui permet de cibler les éléments voisins.